Je voulais parler de l'organisation consciente. Et vous avez vu cette image, donc je ne vais pas passer du temps là-dessus. Mais ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est qu'on s'est amélioré à savoir ce que ça veut dire que le flow, le flux, dans le développement du soft et la production. J'ai déjà entendu qu'il le fait en 2 semaines. Et ailleurs, ça fait One Piece Flow en une journée. Mais pas tellement. On n'a pas beaucoup parlé de Jidoka. Même moi, même pas moi. Je pensais que je savais comment ça marche jusqu'à ce que j'ai parlé à Nicolas Modic. J'ai parlé avec lui. Nicolas, vous savez, il a été à Toyota et il est devenu apprenti à un sensei pour apprendre ce que c'était et que faisait Toyota. Et son premier livre était écrit en suédois, parce qu'ils sont suédois. Après, il a réécrit en anglais. Et c'est le livre que j'ai écrit parce que non seulement je ne connais pas le français, je ne connais pas le suédois non plus. Et c'est un livre formidable. En Suède, c'est le mieux vendeur, le livre le plus vendu sur les entreprises. Et maintenant, c'est en soft. C'est pas sur le soft, en fait. Et quand j'ai vu Nicolas, il y a quelques mois de ça, il m'a dit, le livre, il s'agit de flow, effectivement, mais il faut écrire un autre parce qu'il a loupé quelque chose. C'est un peu caché à la fin du livre. Lorsqu'il était au Japon, son sensei de Toyota lui a dit, qu'est-ce qui fait une équipe qui gagne? L'esprit. Vous pouvez être sûr que quoi qu'il ait dit, il allait avoir tort parce que le sensei lui a demandé, donc il ne pouvait pas avoir raison. Donc après tout ce que tu as deviné, il a essayé, le sensei a dit non. Et alors qu'est-ce qui fait qu'une équipe gagne? C'est que l'équipe est consciente de tout ce qui se passe sur le terrain. Ils savent où sont les juges, ils connaissent le score, le temps, ils savent quel est leur rôle ici, ils sont constamment conscients du ballon. Et le boulot, c'est de passer le flow, l'unité de flux, de là à là, vers le filet. Et ils sont plus conscients, chaque personne dans l'équipe, plus ils sont conscients de ce qui se passe et quel est leur rôle à jouer, et plus ils sont capables de le faire, et mieux ils vont jouer. Mais, il a dit, si vous regardez les corporations, ils ressemblent plus à ça. Le score, c'est caché par la pub, il y a beaucoup de tentes, et tout le monde pense qu'il s'il sort le ballon de sa tente, on gagne. Ce n'est pas la formule pour gagner. Donc, ce dont on a besoin, c'est dans l'ensemble, dans tout le terrain, dans toute l'organisation, il faut une conscience de l'unité de flux qui passe par l'organisation et arrive au client. Et selon le système de Nicolas, c'est ça qui fait une équipe gagnante, qu'il s'agisse d'une équipe de foot ou d'une organisation. Donc, j'étais fasciné par ce concept de conscience, de prise de conscience de ce qui se passe, de où est l'unité de flux et comment le bouger. Comme il a dit, c'est la définition même du judoka. En judoka, il ne s'agit pas de pousser à la ligne, c'est que tout le monde soit conscient de ce qui ne va pas et le réparer instantanément. Et c'est une espèce de vue d'au-dessus du judoka. Donc c'est pour ça que c'est ça qu'il a appris, Nicolas. Cette conscience, c'est la même chose, mais à un niveau plus élevé. Que tout le monde voit tout ce qui se passe, bon ou mauvais, s'en occupe immédiatement pour que l'unité de flux puisse continuer et puis se bouger constamment. Ce qui m'a rappelé de ce livre fort intéressant, il y a 15 ans, Gérer l'inattendu, c'est sur les organisations de haute fiabilité. Si vous êtes dans les soins, vous en avez entendu parler et de ce livre, parce que c'est toute l'idée, c'est que ce genre d'organisation travaille dans des environnements dangereux. Ils ont beaucoup d'événements inattendus et pas mal d'accidents. Comme je prends les avions souvent,
Je suis heureux que les avions figurent tout en haut commercialement des organisations à haute fiabilité. Donc ce livre est écrit par Carl Wick et Kathleen Shotkiff. J'arrive pas à les prononcer, mais enfin c'est écrit là. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit quel genre d'organisation sont comme ça. Les pompiers, des centrales nucléaires, les distributeurs d'électricité, les aiguilleurs du ciel, les avionneurs. Et le moins fiable, c'est la moto. Et si vous avez des produits chimiques, et tout en haut, le plus sûr, c'est effectivement les compagnies aériennes. Qu'est-ce qui fait que ces organisations soient fiables? La réponse, c'est un mot, mindfulness, plénitude de l'esprit. C'est vraiment la conscience de soi. Qu'est-ce qui fait que les gens dans l'organisation, que soit chacun conscient de soi, de leur travail, de ce que veut faire la compagnie et comment le faire bien et sûr et avec les bonnes conditions de sécurité. On a peur de l'échec, on a une hésitation de simplifier, on est sensible à l'exploitation. Les organisations fiables ont une très bonne exploitation. Si vous loupez ça, vous ne serez pas fiable. Un engagement à la résilience. L'échec, c'est pas la punition, il faut trouver la cause. Et on respecte l'expertise. Les décisions sont prises par les personnes avec la connaissance la plus exacte pour informer ces décisions. Et la conscience de soi mène à une organisation de classe mondiale qui est exceptionnelle, sûre et fiable. Donc, si on revient à ce mot conscience, il existe une organisation, un ensemble d'organisations qui existe depuis un certain temps, pour lequel le mot conscience est assez courant. Et il s'agit des militaires. Donc, nous avons entendu parler de mise à l'échelle, de grandir, d'évolution et comment faire en sorte que toute l'organisation soit touchée. Et on a vu toutes sortes de modèles, mais un très bon ami, Robert Benfeld de Londres, qui fait beaucoup de choses dans l'exploitation, dans les très grandes organisations, dans les environnements de soft, dit que la seule chose qui marche, c'est le modèle militaire. Au bout du compte, le modèle militaire, il s'agit de petites équipes, 7 à 9 personnes. C'est un squad, ils vivent ensemble, ils ont des ordres ensemble, ils apprennent à être de très bons amis, et ensuite ils sont formés dans des groupes de 30 ou 40, comme un peloton, vous avez une compagnie au-dessus, il y a différents types de groupes militaires. Et la première chose qu'ils savent et qu'ils apprennent, c'est quelle est l'intention de l'ordre à 2 niveaux, plus haut, les 2 prochains niveaux. Quelle est la manière de faire ce qu'on veut? Et ça ressemble à quoi? C'est pas, vous avez quelque chose à faire, voici l'intention, voici ce qu'on essaie de faire, et voilà à quoi ressemble le parfait. Et deuxièmement, vous maintenez la conscience de la situation à un niveau plus au-dessus. Vous suivez ce que font les autres. Vous savez qu'ensemble avec eux, qui fait quoi? Vous surveillez pour savoir si vos militaires à côté font leur travail et vous les aidez s'ils en ont besoin. Parce que ce qui importe, c'est si c'est une question de vie ou de mort, vous ne voulez pas dire j'ai fait mon boulot, c'est pas mon problème. Parce que ça peut être un peu dangereux. Vous voulez que tout le monde travaille pour l'objectif et pas seulement vous. Donc, conscience de la situation, parce que vous avez le planifié ensemble, et après on s'adapte pour être sûr qu'on arrive au résultat escompté. Vous avez le concept de suivre le suivi, pas seulement de ce que je fais, ou ce que fait l'équipe, mais qu'est-ce qu'on veut faire au niveau le plus haut.
Et comment est-ce qu'on travaille ensemble pour ça, le réaliser? Et comment est-ce que les autres vont coopérer parce que j'ai besoin de les aider ou vice-versa pour qu'on puisse atteindre nos objectifs? C'est une autre façon d'y penser, à cette conscience de la situation. Les gens ont besoin d'être conscients, pas seulement de ce que je dois faire moi ou de ce que doit faire mon équipe, mais ce qu'on essaie d'accomplir à des niveaux plus élevés. Donc, judoka, dans ce sens, c'est une conscience de la situation. Être conscient de comment les choses se déroulent, comment l'unité de flux passe dans l'organisation et comment mes équipes avancent, le genre d'aide dont ils ont besoin pour que tout le monde soit focalisé sur le flux d'une organisation. Revenons à cette histoire de conscience et pour évoquer ce que fait une organisation qui est consciente de lui-même. Je parle de cette inquiétude par rapport à l'échec. Il s'agit de quoi? Évidemment, si vous êtes pilote et il y a un crash, vous voulez que tout le monde sache ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise jamais. Et l'industrie est très professionnelle là-dessus. Il y a une histoire d'un presque accident à Heathrow qui était attribué à une ligne de carburant qui était gelée en passant par-dessus le pôle du Nord. Ils pensaient que c'était le gros probable. Ils ont créé un nouveau checklist. Ils l'ont rajouté dans la liste des choses à faire, vous savez. 2 semaines après la décision, c'était dans le checklist. Et 2 semaines plus tard, un avion qui passait au-dessus de l'Atlanta avait exactement le même problème. Le checklist était donné au pilote, l'information instantanée. Ne faites pas telle chose, sinon vous allez casser le... Donc, c'est aussi rapide. Ils réagissent au quart de tour. Ils gèrent les informations des accidents, le retour d'expérience et l'appliquent à tous les avions. Ce concept de préoccupation avec l'échec. Donc, ça veut dire comment pour le monde du soft? Eh bien, il y a théorie de contrainte qui nous raconte quelque chose. Ça nous raconte que les problèmes auxquels on devrait faire attention, parce qu'on en a, Dieu sait, ce sont des problèmes les plus importants. Chaque système a un goulot d'étranglement. Si vous voulez que le système s'améliore, il faut prendre l'ensemble des équipes qui font des choses et s'assurer qu'ils focalisent sur le goulot. Vous savez, si vous creusez plus profond, l'eau ne viendra pas plus vite dans le tuyau. Si le goulot d'étranglement, c'est le tuyau, eh bien, il faut vraiment focaliser là-dessus avant de passer au fossé. Donc, on ne faut pas s'éparpiller. Il faut dire quel est l'objectif qu'on peut réaliser par l'équipe pour faire le plus important en premier. Donc, si ça, c'est les concepts, quels sont les 2 goulots d'étranglement les plus importants qu'on voit tout le temps dans le développement du soft? J'en ai 2. D'abord, c'est un point technique. C'est une contrainte assez classique. Et ça a à voir avec le problème de l'intégration. Vous avez un cycle de version et à la fin du cycle, vous passez, je ne sais pas, 2 mois ou plus en train de durcir le code. Vous connaissez ça? Typiquement, on a constaté 30% de tout release passé dans le durcissement du code. Donc, vous avez passé 2 tiers du cycle en train d'insérer les erreurs et le reste en train de les enlever. C'est une perte de temps. C'est vraiment la plus grosse perte, si vous l'avez, dans votre processus de développement. C'est là où il faut focaliser les équipes. Numéro 1, si vous avez ça, typiquement, 30% du développement du cycle, c'est le durcissement. Il faut savoir pourquoi est-ce que j'ai besoin de le durcir. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'y penser. Pourquoi on ne peut pas créer un environnement où, lorsque je fais quelque chose comme un développeur, je sais que c'est bon. Je sais que personne ne va me taper à l'épaule. Un mois plus tard, il dit « t'as déconné ». Ou demi-année plus tard. Vous savez, le code, là, je ne sais pas quand, eh bien, ça, c'est pas bon. Je m'en fous. Je suis désolé. Dites-moi maintenant quand ça ne va pas. Pourquoi vous me dites plus tard? On l'a vu, et les sociétés, les meilleures faisaient 10%. C'est quand il y avait plusieurs itérations. Maintenant, avec la livraison continue,
Il n'y a pas de durcissement. Vous appuyez sur un bouton et c'est déployé. Et si vous n'étiez pas ici l'heure dernière, on est passé de 2 mois à 2 heures. Et c'est une banque. Même les banques peuvent le faire. Les entreprises peuvent le faire. En fait, la livraison continue était conçue. Il a écrit le livre sur la manière technique d'y arriver, surtout pour les entreprises. Pas pour les sociétés d'Internet. Ces sociétés-là, ils le font plus ou moins, mais en fait, les systèmes d'entreprise, il faut le faire. Vous voulez le faire. Parce que si vous avez ce bout de 2 mois, vous avez passé 4 mois ici, donc tous les 6 mois, vous cassez la base de code avec un grand coup dans le ventre. Si vous déployez tous les jours, vous le poussez un petit peu, juste un petit bout, et vous réagissez. Si vous voulez une stabilité de code dans un monde complexe, il faut arrêter de taper dessus et essayer de le pousser. Et essayer de voir comment il va répondre sans l'impacter avec des gros changements. Alors, faites ça entrer dans votre tête. Ce n'est pas seulement un gaspillage, mais ça mène à des problèmes d'instabilité énormes dans tout système d'entreprise. Voilà, c'est ce qui se passe lorsque la contrainte est technique. Lorsque la contrainte est de savoir ce qu'on veut construire, ça c'est l'autre deuxième source de gaspillage. Et probablement le plus grand, de bâtir des trucs dont personne n'en veut. C'est 2/3 des systèmes. Peut-être que c'est encore vrai aujourd'hui. Ce code n'avait pas besoin d'être produit. Et peut-être que 20% de ce qui est dans la base de code est réellement besoin d'y être. Et ça pourrait être n'importe quelle base de code, mais surtout des choses faites spécifiquement dans un but précis. J'ai raconté l'histoire à une société à Édimbourg, une société d'assurance, n'est-ce pas? Pensions, gestion de fonds de pension. Et le directeur d'informatique s'est dit, quoi? Quelle équipe idiote permettrait à une telle chose de se produire? Mais en fait, Tom et moi, on venait avoir un atelier avec leur équipe de développement et je leur ai dit, vous savez, en fait, vos mecs pensent que c'est plutôt 70% chez vous. Et ça l'a tellement secoué qu'il a repensé toute l'idée de pourquoi les développeurs sont divorcés du métier. Le coût, donc, de cette dépense inutile dans un environnement complexe ne cesse d'augmenter. Pensez-y. Chaque bout de code qui n'a pas besoin d'y être et qui s'y trouve doit être bâti et testé. Ça fout en l'air tout. Le code est mauvais. Vous ne mesurez jamais la productivité par la quantité de code qu'il y a. Ce n'est pas au kilo. Plus il y a de code, pire c'est. Plus de fonctionnalités, pire c'est. Le plus de fonctions, pire c'est. Vous rajoutez la complexité. Ce que vous rajoutez, si ça n'aide pas la valeur, eh bien, vous rajoutez des trucs qui sont mauvais. Donc, c'est un peu comme la surcharge pondérale, finalement. Donc, je dirais qu'il faut être très centré sur ces 2 choses en particulier. Donc, parlons de la réticence à simplifier les choses. Alors, si on regarde qui est responsable de donner, rajouter de la valeur, livrer, donc il y a les organisations qui sont orientées résultats, ça, je pense l'informatique, c'est le cas. Donc il y a peut-être le business, le chef de projet, la société de sous-traitance. Alors bon, moi, mon boulot, c'est quoi? On me dit de faire quelque chose, j'exécute. Une organisation produit, ça ne fonctionne pas la même chose. C'est d'une responsabilité partagée entre tous ceux qui doivent réaliser dans une organisation produit. Vous avez des chefs de produit. Alors là, c'est le chef de produit qui va décider de ce que veut le marché. Et ensuite, après, quand vous faites l'étude de marché, vous vous rendez compte qu'ils ont tort à 50% des cas. Donc, ça vous donne une idée? Non, je ne plaisante pas. Donc, ce qu'il faut savoir là, c'est qu'il faut pouvoir aider ces chefs de produits si
leurs idées super sont finalement aussi super qu'ils le disent. Et pour ça, il faut s'assurer que la valeur et l'ajout, le développement de la valeur soit au centre de préoccupations de tous. Donc il faut pouvoir s'assurer que les objectifs soient riches, enrichissants, pas simplement pour les équipes de développement, mais pour tous ceux qui vont apporter la valeur. Il faut qu'il y ait un but qui unifie tout le monde. Donc on va tous pouvoir contribuer à ce que le client soit heureux et ça va bouffer 10% des parts de marché de nos concurrents, par exemple. C'est le type d'objectif fédérateur, si vous voulez, qu'il faut pouvoir avoir. Et ensuite, il faut se demander qu'est-ce que notre équipe va pouvoir faire et comment s'assurer que les autres équipes aussi réussissent, parce que nous sommes ensemble sur la même barque, le même bateau. Donc, une responsabilité partagée, c'est pas simplement, on va pas dire que chaque équipe aura son propre objectif. Non, non, non. C'est pas comme on dit non plus chaque département a son objectif. Non, parce que ça, c'est pas du flow. Ce n'est pas de l'optimisation au niveau de l'entière entreprise. Donc, parlons de cette qu'on appelle la déférence à l'expertise, le respect excessif vis-à-vis de l'expert. Tomio a écrit un livre en 1988 qui est très populaire. On ne voit pas le titre d'ici chez nous. Et en tout cas, il était assez heureux de voir cette communauté de la géos venir au monde. Et en fait, finalement, il a été très vite plein de désillusions. Il s'est rendu compte en fait que l'un des concepts principaux qu'il essayait de promouvoir était absent de la géo, parce que la géo se focalise sur le développement de logiciels comme si c'était le principal goulot d'écran, au lieu de se demander ce qu'il faut construire ou ne pas construire. Donc, il a proposé de contrôler les projets à l'aide d'un certain nombre de résultats critiques, quantifiables, pas des résultats business, mais ni techniques. Pas tant les résultats techniques que du côté business. Donc, il faut s'assurer que les métiers vous disent précisément ce qu'ils veulent améliorer et quels sont les indicateurs de mesure pour ça. Et vos équipes techniques doivent aider à résoudre ces problèmes pour pouvoir améliorer les indicateurs. Et alors, on vient d'entendre que donner à des équipes de développement, des équipes techniques, le défi de résoudre des problèmes, c'est très probant comme méthode. C'est le même principe ici, mais en fait, il faut leur poser des vrais problèmes de business à résoudre, et pas simplement des problèmes techniques. On voudrait que ceux-ci puissent se produire sur le marché, et quand on leur donne ce défi de haut niveau, eh bien, ils sont beaucoup plus sensibles et ils vont sans doute mieux réussir à donner des résultats avantageux. Et on va voir qu'ils vont arriver avec des propositions à faire, de conception, et vous allez décomposer la zone de travail en différentes unités et vous travaillez dessus. Et là, vous avez des gens qui travaillent, qui sont affectés par les différentes parties prenantes, qui vont voir le code une fois déployé dans la réalité, et ils vont voir que la métrique change, et puis ils vont se poser la question, est-ce que c'était une bonne idée ou pas une bonne idée? Dans des équipes que même au niveau des objectifs de haut niveau vont être les parties visibles du code. Donc ça, c'est un peu la manière de mener ce que vous appelez des projets ou des efforts de développement de logiciels ou autres. Donc il ne s'agit pas d'avoir une personne qui a une équipe compétente. Ce qu'il doit faire, s'ils sont les experts pour résoudre le problème, laissez-les faire. Il faut arrêter de dire exactement aux équipes ce qu'elles doivent faire. Lorsque je développais du code, j'étais un ingénieur de développement de processus, de contrôle de processus, et il y avait d'autres ingénieurs mécaniques, électriques. Et moi, j'étais en charge de la partie contrôle. Et je ne me souviens pas d'une seule fois
où il y a tous des histoires de besoins, etc. Mais je me rappelle du fait qu'on avait une année et qu'on avait l'exigence que ça devait être fait dans les délais. Si ce n'était pas fait dans les délais, ça allait coûter cher. Il fallait que le produit soit un bon produit. Ce système de contrôle, il fallait que ce soit bon. Il fallait que quelque chose que les opérateurs trouveraient facile à utiliser, sinon ils ne l'utiliseraient pas. Et il fallait aussi que les ingénieurs des usines, des ateliers puissent maintenir, parce qu'il fallait que ce soit, ça s'appuie sur les dernières technologies. Et voilà. C'était ça qu'on m'avait demandé, c'est le cahier des charges. Et par rapport à ce cahier des charges, on a passé une année pour mettre en place un système de contrôle de processus qu'on a livré 2 mois plus tôt que la date. Et on a passé 6 semaines à le lancer et ça a marché. On avait ces trucs qui s'appelaient désastres. Et ça a très bien marché avec tout ça. C'était pas aussi complexe que d'autres systèmes que j'avais vus, mais on avait plein d'ingénieurs qui avaient fait du contrôle de processus et qui nous ont aidés là-dessus. Et on avait des objectifs de haut niveau et ça nous a permis d'être plus ambitieux dans nos efforts. La sensibilité aux opérations maintenant. Parlons maintenant de cette question de qu'est-ce qui se passe au niveau des opérations et comment on relie le développement et les applications. Parce que là, je crois qu'il y a des choses à voir. Je ne veux pas trop en parler, mais TED, il est tout à fait possible de réaliser du logiciel de manière très sûre en petits bouts et tout le temps. Oui, ça demande de l'automatisation, ça demande d'investir dans des cadres de test. Oui, c'est techniquement difficile et ça ne se passe pas du jour au lendemain. Chaque entreprise, je dirais que 2 tiers des entreprises qu'on rencontre dans nos ateliers, ils me disent, bon, ça a pris une année, pas tout à fait une année. Ils ne parlent pas de combien ça coûtait, la direction, la résistance, etc. Non, ils disent, ça nous a pris une année. Une fois que l'entreprise a décidé de prendre cette route, ça prend environ une année. Mais dans ce monde, le test de réception, ça veut dire qu'il faut écrire tous ces tests pour automatiser les tests de réception et vous pouvez, vous savez tout de suite si vous n'êtes pas dans les cahiers des charges, si vous n'êtes pas dans les clous. Si vous répondez aux spécifications, eh bien c'est ce que le code fera. Alors, une collaboration étroite entre les équipes business et de réalisation. En fait, si vous êtes toujours au rendez-vous de la production, il y a un moment donné, il faut trouver comment aller au-delà. Et les outils transfonctionnels, transverses, doivent aussi pouvoir être engagés. Vous pouvez automatiser, vous appuyez sur un bouton et tout marche. Pour ceux d'entre vous savent ce qu'est une branche, vous développez sans branche, vous développez au niveau du tronc, ça choque les gens en général. Et vous désactivez le code que vous n'êtes pas prêt à activer, mais votre code est déployé en production chaque jour, chaque heure. Et quand on veut vraiment le lancer en live, vous appuyez sur le bouton. Le déploiement se fait en continu. Vous déployez au niveau du tronc de jour en jour et un jour, vous faites le release lorsque la situation vous dit que c'est le bon moment. Et le logiciel doit répondre aux besoins du business et non pas aux contraintes opérationnelles. En fait, il faut prendre cette direction si l'on veut pouvoir avoir des opérations qui soient de niveau supérieur. Et fondamentalement, c'est un certain nombre de problèmes techniques difficiles, mais si c'était fait
ailleurs, dans toutes les entreprises que je connais, eh bien, ces gens sur l'interweb le font depuis des années, donc ça prouve que c'est possible. Ensuite, il y a l'adhésion à la résilience, l'acceptation de la résilience. Mais avant, j'aimerais parler de dédication à l'apprentissage. J'aimerais vous parler un peu de la manière dont ça fonctionne. Je vais commencer par le gouvernement britannique, un cas. Tous les gouvernements, nos gouvernements américains aussi, c'est la même chose. Ils ont des super projets et puis ça ne marche pas, etc. Donc au Royaume-Uni, on a eu aussi nos désastres l'année dernière. On a un de nos multiples désastres l'année dernière, mais le premier, c'est le service, les services de santé britanniques. Ils ont peut-être dépensé 10 milliards de livres qui ont été pour essayer d'automatiser, d'avoir des fiches électroniques sur les patients. Nous, on a dépensé qu'à peine 10% de ça sur notre propre désastre. Mais si vous y réfléchissez, ce type de désastre, c'est pas nécessaire, c'est pas indispensable. L'un des, comment ils appellent, un de ces types responsables est allé en Estonie. En Estonie, vous vous rendez compte? Et l'Estonie, c'est le pays le plus automatisé en termes, au niveau du gouvernement en particulier, que j'ai jamais rencontré. Et en fait, quand ils ont mis en place leur gouvernement à la fin des années 90, ils ont tout automatisé parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Donc, ils n'avaient pas d'argent pour construire des bâtiments et puis embaucher des gens, etc. Donc, ils ont décidé de faire tout automatique. Et donc, en Estonie, si vous voulez une licence automobile de mariage ou tout ce que vous voulez, vous le faites avec une clé USB ou votre téléphone portable qui a un code d'identification très sécurisé et tout se fait comme ça. Et grâce à ce code d'identification, ça a été possible que les sociétés d'assurance, de banque, les sociétés de transport, tous ont utilisé ça. Et il se trouve que c'est c'est plus économique. Donc le type du Royaume-Uni est allé en Estonie et ils ont commencé. Ils ont mis des gens au niveau du gouvernement britannique. C'est pas sous-traité parce que sinon il faut passer par toutes ces autorisations, les appels d'offres publics, etc. Donc ils ont un processus qu'ils ont mis en place au sein du gouvernement britannique avec une équipe dédiée qui est dirigée par un concepteur et puis des super techniciens qui obtiennent un petit projet. Ils ont 4 à 6 semaines pour essayer de comprendre de quoi il s'agit et comment ça va fonctionner dans cette petite entité gouvernementale. Par exemple, comment faire des déclarations d'impôts, etc. Donc, quoi que ce soit. Et environ après un mois ou deux, lorsqu'ils ont vraiment une belle conception, parce que si vous n'avez pas de conception et que vous laissez ça au hasard, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut bien concevoir les choses dès le départ. Ensuite, ils font 1-2 semaines pour faire des essais et ensuite ils font une mise en production progressive sur plusieurs mois jusqu'à ce qu'ils soient sûrs que le service fonctionne bien, qu'ils aient un feedback des utilisateurs et donc ils font un déploiement total et ils recommencent. Et ils ont fait ça depuis plusieurs années et finalement ça avait coûté beaucoup moins que 10 milliards de livres et en fait ça va marcher et d'ailleurs ça marche jusqu'à présent. Donc la preuve du pudding est dans le eating. Donc, il y a des principes généraux il ne faut surtout pas ralentir la réalisation. Les décisions doivent être prises au bon niveau et dès qu'elles sont nécessaires, avec les bonnes personnes. Si vous voulez savoir quelque chose, allez voir les équipes et n'attendez pas des rapports d'avancement. Et il faut faire confiance et vérifier. Et puis l'équipe de réalisation, oui, bon alors,
il faut leur donner des objectifs quantifiables. On veut en 2 mois avoir 20% de ce type de transactions, que ce soit possible de les faire en ligne. Donc vous voyez ce genre de chiffres. Et donc il faut qu'ils aient une vision du service, des objectifs quantifiables, une cible compréhensible, et puis voilà, quoi. Et ensuite, les indicateurs clés de performance vont montrer comment ils répondent à ces... ils sont au rendez-vous des performances. Et ensuite, les équipes font le nécessaire. Petites équipes, mais avec une bonne conception et une bonne animation. Donc voilà, j'aimerais maintenant vous parler de ce concept du développement orienté impact. C'est-à-dire que vous fonctionnez à l'envers. On commence par se poser la question du pourquoi. Parce que les gens aiment bien savoir pourquoi. On essaie de s'assurer que l'équipe sache pourquoi ils font quelque chose. Ensuite, Tom Gillen vous dit ensuite essayer de comprendre que sera l'impact désiré. Et est-ce que et s'assurer que toutes les parties prenantes vont mesurer la réussite à partir de certaines visions qu'ils ont. Donc il faut s'assurer de ça et voir comment on peut faire évoluer les métriques, les indicateurs de mesure et faire les choses ne faire que les choses qui ont été validées par les utilisateurs comme étant ce qu'ils attendent. Donc vous voulez que les équipes sachent vraiment si ce qu'ils font, ça va changer ce qui doit être changé. Ils déploient, ils mesurent et ensuite ils vont réagir à la vision. Donc vous faites de l'expérimentation, c'est un concept de startup lean assez classique. Ensuite, vous mettez le changement en œuvre et vous vérifiez que l'impact est bien validé. Donc ça, c'est le concept de savoir ce qu'il faut faire et s'assurer que les gens suivent un processus d'apprentissage pour le savoir. Maintenant, comment apporter la valeur? Si vous allez me poser la question, quel est le plus gros problème des organisations d'informatique? C'est quoi? C'est le problème de déploiement et de savoir ce qu'il faut faire. Bon, oui. En fait, ça doit être... En fait, il faut ne pas savoir l'impact au niveau business de ce que je suis en train de faire. C'est ça la plus grande des difficultés. Il faut pouvoir comprendre la valeur et ensuite que les gens se disent comment je peux y arriver et pas dire aux gens comment le faire. Et pour vous prouver que c'est possible, la semaine dernière, j'étais en Australie. Non, enfin en Afrique du Sud, à Cape Town. En Afrique du Sud. Et on a eu un atelier avec 5 équipes de 5 sociétés différentes. Et ce qu'on faisait dans l'atelier, c'est qu'on demandait à chaque entreprise de faire un logigramme de ce qui se passe dans leur entreprise, de faire des schémas comme ça, et on faisait le commentaire là-dessus. Et c'est très intéressant. Et il faut aller de problème client, solution client. C'est le parcours. Et à la 4e fois, on a eu cette équipe de Turban qui faisait de la sécurisation. Et eux, peut-être en 2010, lorsqu'ils ont acheté le livre sur Continuous Delivery, ils ont commencé à changer la manière de développer leur logiciel à l'époque. Et je ne me souviens plus très bien pourquoi ils assistaient à l'atelier, parce qu'en fait, ils ont donné un cours pendant une demi-heure, parce qu'en fait, ils faisaient de la réalisation continue de tous les jours, avec des équipes qu'ils avaient structurées consciemment pour que chaque équipe il s'assurait qu'il n'y avait pas de problème dans les différentes parties du logiciel. Et de jour en jour, il déployait en live la mise en production, en direct. Donc, et tout le monde leur posait des questions. Mais comment vous avez fait?
et comment ça fonctionne, et comment vous avez fait ceci et cela. Et ce qui m'a frappé le plus comme réponse, c'est qu'ils ont dit, eh bien, et les défauts, comment vous faites? Ils ont dit, bah, on n'a pas de défauts. On n'a pas de défauts parce que, justement, on fait tous nos tests dans un langage que tout le monde peut comprendre, mais aussi pour tester le code. Donc peut-être qu'il y a un problème au niveau des spécifications, mais pas au niveau du code. Et ça, je veux dire que ça a choqué quelques-uns. Mais comme j'ai vu pas mal de choses là, dans ce domaine et que Durban, ce n'est pas la plus grande ville du monde, alors je parie que vos développeurs ne voudraient jamais retourner aux anciennes méthodes. Ils ont dit non. Mais vous savez que Durban, vous êtes les seuls à faire comme ça. Et je parie que vous n'avez pas de problème de rétention de personnel. Eh bien, ils ont dit, en fait, on a eu 0 turnover sur les 3 dernières années. Leurs développeurs adorent cet environnement parce qu'ils peuvent savoir immédiatement pourquoi ils font quelque chose, avoir l'impact, avoir le feedback, et pas qu'il y ait des gens qui reviennent des mois plus tard en tapant sur l'épaule en disant hey, « mon vieux, toi, on aurait dû savoir ça plus tôt ». Donc il faut créer un environnement où il y a ce genre d'outils, parce que les concurrents le feront si vous ne le faites pas. Et si vous ne le faites pas, eh bien, vous allez avoir affaire à des sociétés qui le feront, que ce soit même dans la banque ou dans l'assurance. Donc, je vous invite à y réfléchir. Pour la banque, dans le début des années 2000, les sociétés de télécom avaient beaucoup d'argent. Ensuite, Skype et la voix sur IP sont arrivés et ils ont repris 3 trilliards de revenus de ces sociétés, l'industrie des télécoms. Et c'est pourquoi on voit des sociétés qui disparaissent avec seuls quelques survivants, parce qu'il n'y a plus d'argent à la faire. Parce qu'il y avait quelque chose qui ne coûtait pas grand-chose. Et eux, ils faisaient payer le prix cher à l'époque. Donc je vous suggère de rentrer chez vous, de vous poser la question de qu'est-ce qu'ils ont fait qui coûte vraiment pas beaucoup et qu'on facture à un très haut niveau et qui va nous menacer et nous reprendre ce business. Parce que si vous faites quelque chose qui pourrait être fait de manière beaucoup moins chère, vous êtes sûr que quelqu'un va arriver et va vous prendre ce métier. Là-dessus, j'aimerais vous laisser réfléchir.